Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Chaque année, le 4 mai marque la journée de la jeunesse en Chine. Une date qui permet de commémorer le mouvement de mai 1919, qui avait commencé par des manifestations étudiantes massives avant de se transformer en véritable mouvement national. Pourquoi ce mouvement a-t-il eu une telle importance à l'époque et quel est son héritage? Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des jeunes Chinois et quels sont les plus grands défis auxquels ils sont confrontés, notamment en cette période inédite de Covid-19? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence Madame Hu Yu, professeure à l'Université d'études internationales de Beijing. Bonjour Madame Hu Yu. Bonjour. Et Monsieur Wang Kun, sociologue et professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour Monsieur Wang Kun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par Madame Hu Yu. Pouvez-vous nous expliquer davantage l'origine de la journée de la jeunesse? Quel est l'essentiel de l'esprit du mouvement de 4 mai? Alors, je vais essayer de répondre à votre question en quelques mots et je vais essayer de ne pas commettre d'erreur. Rien qu'à travers le nom de cette journée, on peut comprendre que c'est un événement qui a eu lieu un 4 mai. En fait, c'est une suite de mouvements qui a commencé avec la date significative du 4 mai 1919 où les jeunes Chinois sont descendus dans la rue pour manifester. Alors, ils manifestaient contre quoi? Tout d'abord, ils manifestaient contre le colonialisme ou un début de colonialisme qui allait accorder au Japon des territoires de la Chine, notamment dans la province du Shandong. Donc, ils étaient absolument contre ces débuts, ces prémices. Et ensuite, ils protestaient également contre le traité de Versailles, qui était une conclusion de la Première Guerre mondiale et qui avait traité la Chine de façon inégale, irrespectueuse. Et à part ça, il y avait aussi des esprits de transgression par rapport à la tradition, une inspiration du progrès, de la modernité, parce que ça faisait très longtemps que la Chine était dominée par des pensées traditionnelles telles que le confucianisme et le féodalisme. Donc de là a commencé tout un mouvement de modernisation de la Chine. Et Monsieur Wang Kun, pourquoi ce mouvement a eu une telle importance à l'époque? Je dirais que c'était parce que ce moment, à cette époque-là, avait apporté des valeurs qui étaient des valeurs nouvelles pour la Chine. Comme vous savez, peut-être dans l'histoire de la Chine, nous entrons déjà il y a à peu près une décennie dans la République de Chine, mais cette révolution n'a pas suffi pour changer le destin de la Chine, notamment au sein de la communauté internationale. Donc la raison est principalement due à la faiblesse du gouvernement de l'époque et de la nation elle-même. Donc pendant ce mouvement, donc les mots d'ordre étaient le patriotisme déjà pour lutter contre toutes sortes de séparation du territoire chinoise, pour l'intérêt de la nation, mais en même temps, donc on propose aussi cette notion du progrès, donc de la science et de la démocratie, c'est-à-dire que c'est une recherche dans la voie d'avenir de la Chine, que les valeurs n'étaient pas existantes dans les réformes ou les révolutions précédentes. Donc c'est que la jeunesse chinoise veut imiter l'Occident pour rendre leur nation plus forte, plus puissante. Donc c'est pour cela que nous qualifions aussi de ce mouvement une recherche de rajeunissement de notre nation. On voit que à cette époque, non seulement pendant le 4 mai, mais après, il y avait beaucoup de débats qui existent sur la culture traditionnelle chinoise et la culture occidentale, le système, différents systèmes politiques. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve encore des héritages de ce mouvement dans la sphère culturelle ou intellectuelle, Madame Hu Yu?
Je pense que cet esprit, il est totalement présent dans la Chine d'aujourd'hui, notamment parmi les jeunes. Je dirais que, en fait, il y a eu non seulement un héritage, c'est-à-dire que il y a toujours cette forte aspiration au progrès, à la modernisation. Il y a toujours cette audace de transgression par rapport à la tradition, parce que je trouve qu'on est très connu pour être un peuple qui ose faire des tas de nouvelles tentatives, d'essayer des choses. On n'a pas peur de dire au revoir à tout ce qui appartient au passé, tout ce qui ne convient plus. On s'adapte assez vite. Et je dirais même que au-delà de ça, il y a aussi une réinvention de cet esprit parce que on est aujourd'hui dans une époque totalement différente par rapport à il y a un siècle. La recherche du progrès, la recherche de la modernité, on n'est plus là pour rattraper quelque chose, mais pour montrer, pour confirmer quelque chose. Et je trouve que ça, c'est vraiment très bien. Mais je crois que Madame Rouillet avait tout à fait raison de rappeler que donc cette audace de la jeunesse de l'époque et qui inspire toujours la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Chine, nous continuons à bénéficier de cette audace d'innover, d'aller en avant, et ce qui explique également la politique actuelle de l'ouverture de la Chine vers le monde, donc qui a été réitérée, réaffirmée dans plusieurs occasions, même depuis plusieurs années, dans la situation de crise, quelle que soit la relation tendue, des relations internationales plus tendues, ou bien dans le contexte de Covid-19. Donc la Chine n'a jamais réfléchi à penser à fermer la porte. Donc c'est, je crois, que quelque chose d'important. Et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi cette volonté de vouloir se rajeunir, de créer de nouvelles cultures. C'est-à-dire que la culture chinoise, qui bénéficie beaucoup de sa tradition, mais qui aussi donc se charge de ce fardeau de lourdeur du passé, donc veulent aller vers les autres cultures pour se rajeunir, pour se renouveler. Donc cette recherche pour une nouvelle culture doit impérativement passer par ce processus d'aller vers les autres et de revenir vers soi-même. Et donc dans ce processus, je crois que c'est très important pour la jeune génération de continuer à bénéficier de cet héritage de 4 mai. Je pense qu'on a oublié de parler d'une chose très importante, c'est que dans cet esprit du 4 mai, il y a un élément que M. Wang Kun a fort bien rappelé pendant la première question, c'est-à-dire le patriotisme. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi patriotiques qu'avant. Et donc cet héritage, il est parfaitement là. C'est justement, je voulais poursuivre un peu en ce sens, Madame Rouillet, parce que M. Wang Kun a mentionné tout à l'heure que le mouvement de 4 mai, il inspire les jeunes d'aujourd'hui. Donc, plus précisément, comment les jeunes aperçoivent le mouvement de 4 mai, les jeunes d'aujourd'hui? On a posé presque les mêmes questions à nos étudiants. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'est que le 4 mai pour vous? Ils ont été très nombreux à répondre via le groupe WeChat des classes. On voit qu'ils ont parfaitement compris la valeur, les différentes valeurs de cette journée, de ce mouvement historique. Ils sont vraiment volontaires à faire des efforts individuels et collectifs pour apporter leur contribution. Ils m'ont dit qu'ils trouvent que c'est tout à fait normal de leur part de faire énormément d'efforts dans les études, puisque c'est leur travail d'aujourd'hui, de bien apprendre les différentes connaissances et ensuite de renforcer ce pays. Oui, aussi, j'ai mené des petites enquêtes auprès de mes étudiants et étudiantes. Donc, ils ont aussi accepté de me répondre. Mais je crois que
je le vois de deux côtés. Donc d'un côté, une partie d'entre eux disent oui, le moment 4 mai, c'est très loin. C'est plus de 100 ans déjà, rappelez-vous. Il y a plus de 102 ans déjà dans notre histoire, donc à la fois temporellement, historiquement parlant, c'est un siècle auparavant, donc c'est très loin de nous en termes du temps, mais de l'autre côté, c'est très présent aussi dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'une autre partie des étudiants pensent que c'est quelque chose de tous les jours de notre vie au quotidien. Donc je leur demande de préciser ce qu'il veut dire par cette présence des esprits et des valeurs du 4 mai. Donc une partie ont répondu que nous aimons toujours notre pays, beaucoup d'ailleurs, comme Madame Roux avait rappelé, donc chez ses étudiants aussi. Mais il y a aussi cette donc volonté, cette audace, le courage d'aller en avant, d'innover sur les choses. Et en même temps, je crois qu'ils ont rajouté un volet de cette confiance en science, donc cette volonté de pouvoir embrasser pleinement les recherches scientifiques, donc le progrès. Donc cela remonte toujours dans la valeur de 4 mai de favoriser le progrès, donc la démocratie, la science et le patriotisme. Et je crois que chez la jeunesse d'aujourd'hui, donc ils ont hérité pleinement ces valeurs, mais en l'associant avec leur propre caractère d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent être donc autonomes, indépendants, donc ils aiment leur pays, ils aiment la science, et ils veulent rester plutôt positifs, optimistes sur le progrès de la Chine. Et finalement, je crois que, à la différence du mouvement du 4 mai, c'est-à-dire la recherche de la création de nouvelles cultures de Chine, donc il revient vers soi-même pour se réconcilier avec leur culture traditionnelle. Donc ça, c'est un des caractères assez marquants de chez eux. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques de la génération, la jeune génération d'aujourd'hui, et surtout par rapport à la génération précédente? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que la situation a bien changé pendant tous ces temps-là. Enfin, je vais essayer de répondre par quelques mots-clés. Je dirais qu'ils sont très polyvalents. Ils ont des compétences dans les domaines que moi, je n'osais même pas du tout imaginer. Donc ça, c'est peut-être grâce à leurs conditions en tant qu'enfant. La Chine est plus développée maintenant. Et deux, ils sont très progressistes. Ils croient vraiment en la science, ils croient en progrès, et ils s'adaptent très très vite à toutes les nouveautés technologiques. Alors la vitesse avec laquelle ils réalisent les vidéos, etc. pour faire les devoirs, c'est juste impressionnant. Et d'ailleurs, moi, je vais prévoir des séances pour qu'eux, ils m'apprennent comment faire ces devoirs-là, parce que ça me dépasse totalement. Troisième caractère, c'est qu'ils sont des grands bosseurs, des grands travailleurs, parce qu'ils sont ceux que je côtoie. Ils savent qu'il est important de travailler. En tout cas, ils ont vite compris. Ceux qui n'avaient pas compris avant, ils ont vite compris une fois à l'université, donc ils travaillent énormément. Et quatrième caractéristique, c'est ils veulent que leur originalité en tant qu'individu soit reconnue. Et ils veulent bien s'identifier dans le monde, un peu. Oui, une recherche de leur propre place en tant qu'individu. Ça, c'est assez marquant aussi. Quel est votre avis, M. Wankun? Surtout, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes d'échange qui permettent aux jeunes d'aller dans leur plus jeune âge à l'étranger, non seulement pour les étudiants qui apprennent les langues étrangères. Donc, est-ce que ça joue un rôle aussi pour changer un peu leur caractéristique et leur vision du monde? Je crois que cette opportunité que vous avez mentionnée de pouvoir aller à l'étranger, aller vers d'autres cultures pour se former, pour souffrir et donc élargir l'horizon, etc. Donc c'est bien
donc implanté dans ce processus de globalisation, de mondialisation. C'est-à-dire que l'université, l'enseignement supérieur est imprégné dans cet environnement de mondialisation. Donc nous formons justement cette jeune génération qui sont non seulement compétents en termes de ce qu'ils ont appris à l'université, en termes linguistiques, donc la capacité de réflexion critique, etc. Ils sont aussi plus autonomes et plus confiants en soi-même pour aller vers les autres. Donc, je pense que cela favorise la formation de leurs propres caractéristiques. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, de mes étudiants, vont à l'étranger. Voilà. Depuis 1 an et demi, donc cela a été beaucoup ralenti à cause de la pandémie, mais je pense que cette tendance n'a pas été inversée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours beaucoup de jeunes qui veulent donc découvrir le monde pendant leurs études. Donc c'est non seulement bien pour leur apprentissage de langue étrangère, de se familiariser avec le système d'éducation étrangère, mais en même temps d'aller croiser leur propre culture avec les autres, d'aller s'identifier auprès des autres pour devenir finalement un citoyen du monde, donc un citoyen qui a grandi dans dans notre époque de mondialisation. Madame Rouy, êtes-vous d'accord que finalement ce processus d'aller vers les autres et des échanges avec les autres jeunes dans le reste du monde va contribuer en quelque sorte à la recherche de l'identité pour ces jeunes? Absolument. Parce que quand on est toujours dans la même culture, quand on est entouré de personnes qui portent les mêmes traits culturels, on ne se rend pas compte. Une fois à l'étranger, on a plus de recul par rapport à sa propre appartenance culturelle et à ce moment-là, on a beaucoup plus tous les jours, on a cette possibilité de mieux prendre conscience de son identité. On est beaucoup plus conscient qu'on est chinois et on est fier de l'être. Et donc, ce qui reconduit que les étudiants aiment plus leur pays après avoir voyagé, étudié à l'étranger. Oui. Mais cela contribue aussi à une sorte de pour pouvoir plus respecter les autres et accepter plus de diversité dans le monde. Alors, il y a une autre chose qui est très très importante, enfin une actualité, c'est le Covid-19. On voit que partout dans le monde, on en parle parce que cette pandémie a grandement affecté les jeunes. Monsieur Wang, comme vous avez mentionné tout à l'heure un peu, mais on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient leur parcours scolaire interrompu ou perturbé par la pandémie. Madame Rouy, j'ai vu que vous avez aussi parlé de votre expérience une fois que vous avez aidé à faire des valises pour les jeunes diplômés qui n'ont pas pu rentrer à l'université à la fin de semestre. Donc, quel impact finalement cette pandémie a eu sur ces jeunes? Est-ce que c'est un peu un cauchemar pour eux, Madame Rouy? Je dirais que c'est un cauchemar pour tout le monde. Ils font pas exception. Par contre, je trouve que pour les étudiants d'université, en fait, j'ai pas trouvé qu'il y a tellement de rupture dans leur scolarité parce que ça s'est passé, enfin, le virus s'est éclaté en pleines vacances d'hiver. Et après, les universités se sont vite adaptées pour mettre en place des plateformes d'enseignement à distance. Et donc, on a tous travaillé sur Internet. Donc ça, au niveau des cours, au niveau de la poursuite des cours, cela n'a pas eu énormément d'effet. Et je dirais même que je ne sais pas si ça s'est passé de la même façon pour Wang Kun. J'ai trouvé qu'on n'a jamais autant travaillé, professeurs et étudiants, quand on a des cours en distanciel. Et après, si, bien sûr, il y a des impacts, je dirais que c'est l'impact, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de négatif ou positif, c'est juste, ça aide à mieux prendre conscience mieux comprendre la vie et la mort, mieux comprendre
l'importance de la famille et mieux en fait se rendre compte de la chance qu'ils ont de pouvoir un jour aller à, à l'université, euh, ils chérissent l'occasion aujourd'hui qu'ils ont d'être présents auprès de leurs camarades en classe, vraiment, et face à face, de pouvoir avoir des échanges avec les pairs et les professeurs. Je trouve que ça aide vraiment à mieux comprendre les vraies valeurs, oui. Et Madame Rouy a déjà posé ma question à Monsieur Wang Kun. Vous allez essayer de répondre. Mais je pense qu'elle a tout à fait raison de rappeler que ça rend les enfants uniques, principalement, les étudiants sont encore des enfants uniques, donc les rend moins individuels. Donc après le confinement, après un semestre de cours en ligne, donc ils ont hâte à rentrer à l'université pour retrouver leurs copains, leurs camarades de classe. Parce que à la maison, donc cela est devenu insupportable malgré leurs conditions de vie, chacun sa chambre, le papa, maman prépare à manger, etc. Mais ce n'est plus la vie d'une étudiante ou d'un étudiant. Donc ils ont cruellement besoin de la communauté, des copains, du sport, des activités extracurriculaires, etc. pour pouvoir vivre pleinement leur vie universitaire. Donc cela leur rend plus moins individuelle, plus collective. C'est une bonne chose parce qu'auparavant c'était moins évident qu'après la Covid, après la retrouvaille. C'est une très bonne chose. Et deuxième chose que je voulais apporter, c'est qu'ils respectent davantage l'environnement. Je crois que cette pandémie a donné une leçon à tout le monde. Et notamment aux étudiants pour qu'ils soient plus conscients de cette menace qui sont présents, que ce soit le changement climatique ou bien donc, l'existence de ces coronavirus ou autres qui menacent la vie humaine. Donc c'est donc une relation, un rapport entre les êtres humains et l'environnement qui est posé comme question. Donc c'est à cette génération de vraiment répondre à cette question parce que le mode de vie, le mode de production vont changer profondément. Les énergies propres, donc une nouvelle manière de mener sa vie, donc une vision de la vie et de l'égalité avec les autres formes de vie, etc. Donc toutes ces questions se posent à cette génération et ils sont prêts à agir d'ailleurs, donc avec ce qu'ils ont appris et avec leur prise de position d'aujourd'hui et de futur. Donc ils pourront éventuellement changer notre planète. Et finalement, je crois que donc ce côté qui touche la science vont mener aussi à une autre réflexion sur le rôle de l'individu et l'intérêt de la nation. Je crois qu'ils ont pleinement appris cette leçon de dire que de se sacrifier en tant qu'individu pour les moments de confinement, pour se priver de possibilités de sociabiliser et pour le grand bien. Justement par rapport à cette individualité, relation entre l'individualité et la collectivité. Il y a aussi dans cette pandémie, il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés eux-mêmes dans la lutte contre la pandémie. Par exemple, je me rappelle une phrase assez marquante prononcée par une jeune infirmière qui est allée à Wuhan pour aider la population locale. Et elle a dit « Quand je mets la combinaison de protection, je ne suis plus un enfant ». Donc, comment voyez-vous l'effet de cette pandémie sur cette partie de jeunes et qui vont peut-être influencer, changer un peu le cours de leur vie, Madame Rouy? Eh bien, absolument, ça aide tout le monde à grandir beaucoup plus vite. Donc, ces jeunes adultes qui étaient encore dans le monde d'étudiants qui avaient un style de vie campus, la belle vie, quoi. Ils avaient ça et l'épidémie les a poussés à vraiment grandir. Si on ne peut pas se mettre dans la solidarité, on ne pourra jamais vraiment emporter cette bataille. Donc ils ont très bien compris. Les étudiants, même ceux qui sont de notre université ou ailleurs, quand ils sont recrutés par exemple pour assurer les services d'interprétariat dans les équipes internationales,
de médecins ou de personnel soignant, ils sont absolument fiers. Et, comme nous, Wang Kun et moi, en tant que professeurs ou en tant qu'interprètes, si on pouvait rendre service dans les échanges entre la Chine et les pays étrangers, on est très très fiers de pouvoir apporter notre petite brique à cette grande maison. Donc les étudiants, parfaitement, ils sont très heureux d'agir comme un grand et d'avoir quelque chose à apporter pour accélérer le processus. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous pour conclure. Quels sont les plus grands défis auxquels les jeunes Chinois sont confrontés aujourd'hui? Et on voit que chaque année, le président chinois Xi Jinping va prononcer quelques mots pour les jeunes à l'occasion de cette journée de la jeunesse. Et quelles sont les mesures concrètes par l'État ou par l'université pour aider les jeunes dans leur parcours aujourd'hui, Monsieur Wang Kun? Je pense que effectivement, vous avez raison de mentionner l'impact est bien réel donc par cette Covid, cette pandémie, mais également par cette situation que nous faisons face actuellement, de l'incertitude. Notre monde entre dans une nouvelle période d'incertitude qu'on qualifie comme donc un grand changement sans précédent il y a moins d'un siècle. Donc dans ce genre de situation, je crois que pour la jeune génération, ils sont nettement plus sensibles que nous, les adultes, vis-à-vis de cette question, parce que cela concerne leur futur immédiat, c'est-à-dire la recherche d'emploi, comment ils peuvent terminer leurs études et de trouver leur premier emploi. Donc c'est assez éprouvant de pouvoir rester déterminé dans les fluctuations de situation du marché et de ne pas être séduit peut-être par exemple par le marché. Donc il y a beaucoup de choses qui sont présentes sur le marché qui sont très séduisantes, mais parfois qui ne sont pas dans notre objectif de longue durée. Donc est-ce que ce sont tous les bonnes choses, la nouvelle technologie, mais de nouvelles opportunités sur le marché? On n'est pas très très sûr. Donc je crois que c'est une question de choix pour la jeune génération, et cela revient aussi à ce souhait du président Xi Jinping pour la jeune génération, c'est-à-dire qu'il faut rester plus ou moins, je dirais pas calme, mais il faut rester déterminé en ayant une lucidité pour ses ambitions, pour son engagement pour l'avenir de notre nation. Mais de l'autre côté, de façon plus concrète, il faut bien s'entraîner pour ses compétences dans sa profession, mais aussi dans la moralité de l'individu, pour pouvoir de ne pas se perdre dans ces incertitudes. Eh bien, à l'université, il y a différents fonds de recherche qui sont proposés aux étudiants pour les aider à développer des compétences de recherche, où il y a aussi des soutiens psychologiques qui sont proposés parce que le monde aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe. Donc tout cela, ils peuvent en profiter. Il y a aussi différents programmes d'échange pour favoriser les échanges qui sont aujourd'hui suspendus, mais cela va reprendre un jour. Et les professeurs aussi sont là pour, dès qu'on a des informations, on leur passe les informations. Donc tout ça, ça fait que c'est vraiment pas facile, mais ils sont plus forts comme génération. Et donc ils vont avoir un système D qui sera pleinement valorisé le moment venu. Je vous remercie, Madame Rouyu et Monsieur Wang Kun, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.